collègues, nous accueillons à présent Monsieur Didier Deschamps, ancien footballeur international et entraîneur-sélectionneur de l'équipe de France de football depuis 2012. Monsieur, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Nous avons entamé les travaux de cette commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif depuis le 20 juillet dernier. L'Assemblée nationale a décidé de sa création à la suite de très nombreuses révélations publiques de sportives et sportifs et de diverses affaires judiciaires ayant trait à la gestion de certaines fédérations. Nos travaux portent donc sur 3 axes. Les violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport, les discriminations sexuelles et raciales et les problématiques liées à la gouvernance financière des organismes de gouvernance du monde sportif. Monsieur, vous avez été formé au FC Nantes, vous jouez ensuite à l'Olympique de Marseille, qui remporte la Ligue des Champions en 1993. Vous avez également joué à la Juventus de Turin, à Chelsea, à Valence. Vous avez été sélectionné 103 fois en équipe de France et en avez été le capitaine à 54 reprises entre 1989 et 2000. Vous participez à la victoire de la Coupe du Monde en 1998 et à celle du Championnat d'Europe en 2020. Vous avez été entraîneur de l'AS Monaco, de la Juventus de Turin et de l'OM. Vous êtes nommé entraîneur-sélectionneur de l'équipe de France en 2012. Votre contrat arrive à expiration en 2026. Si le sport, en particulier le football, peut être un formidable vecteur d'émancipation et de cohésion, il a été marqué ces dernières années par de nombreuses affaires en lien avec le champ de cette commission qui ont pu ternir son image. À partir de septembre 2022, comme vous le savez, des articles de presse ont fait état de graves difficultés de fonctionnement au sein de la Fédération française de foot. Des faits évoqués portent sur la gouvernance et le management de la fédération et sur des faits de harcèlement ou ayant trait à des violences sexuelles et sexistes au sein de la FFF, comme au Centre national de football de Clairefontaine. Un rapport de l'IGESR, dans une synthèse, est publié en février 2023, fait le constat d'une gouvernance défaillante, une, entre guillemets, directrice générale aux méthodes brutales et aux comportements jugés erratiques. Je ferme les guillemets. J'ouvre les guillemets nouveaux, président dont les dérives de comportement sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions et l'exigence d'exemplarité qui leur est attachée. Je ferme les guillemets. Ou je rouvre une politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dont, dans le réseau fédéral, ni efficace ni efficiente. Avez-vous eu connaissance de ces dysfonctionnements et à quel moment ? Quel regard portez-vous sur la grave crise de gouvernance qui a touché la FFF plus généralement ? Pouvez-vous exposer les faits auxquels s'intéresse notre commission d'enquête ? Racisme, violence, discrimination de toute nature, atteinte à la probité, dont vous avez eu connaissance au cours de votre carrière dans le football, à la fois comme joueur puis en tant qu'entraîneur. Quel bilan tirez-vous de vos observations du milieu du foot depuis le début de votre carrière ? Diriez-vous que la situation a empiré ou s'est au contraire améliorée concernant les situations de violence, de discrimination et l'évolution de la gouvernance des instances nationales et internationales ? Quelle appréciation portez-vous sur les actions mises en place pour lutter contre les fléaux et leur efficacité ? Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1 heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure » après avoir activé votre micro. Non. Non. Ah, mais c'est pas là. Pardon. Je le jure. Merci. Vous avez la parole. Quand vous avez terminé vos propos, vous fermez votre micro, voilà, comme vous avez dit tout à l'heure, pour laisser la parole à Madame la rapporteure. D'accord. Merci à vous. Merci Madame la Présidente pour votre invitation. Avant de répondre à vos questions, je voulais juste préciser le cadre
dans lequel je suis amené à intervenir en tant que sélectionneur de l'équipe de France A masculine. Je suis amené à être fréquemment au Centre technique national du football à Clairefontaine, dans un lieu bien particulier qui est appelé, entre guillemets, pour reprendre l'expression, le château, qui est complètement isolé par rapport aux bâtiments administratifs et les autres secteurs de la formation et préformation qui ont lieu à Clairefontaine. Donc là, c'est pendant la période de stage, bien évidemment, de préparation pour les matchs de l'équipe de France A. Dans ce calendrier qui est fixé bien évidemment par les instances internationales, à savoir l'UEFA et la FIFA pour les différentes compétitions. Je suis amené à me déplacer évidemment dans ma fonction pour les matchs, que ce soit dans les stades en France et partout dans le monde, en Europe bien évidemment, et dans le monde. En plus, dans ce calendrier de dates qui sont fixées nous avons chaque saison sportive 5 rendez-vous fixes pour ces rassemblements qu'on appelle des plages internationales pour toutes les équipes nationales. Il y a évidemment tous les 2 ans les 2 compétitions internationales à travers le championnat d'Europe et puis la Coupe du Monde, qui sont attribuées à certains pays et où, comme dernièrement nous étions au Qatar, comme 4 ans avant, en 2018, on était en Russie, où le championnat d'Europe, le prochain qui sera en Allemagne, ça s'est fixé par les instances internationales. Entre ces dates, mon activité de sélectionneur est essentiellement centralisée sur le suivi de mes joueurs à travers les matchs qu'ils peuvent avoir dans leur club, que ce soit français ou étranger. Ça m'est arrivé depuis que je suis sélectionneur à être sollicité pour avoir des interventions auprès des partenaires commerciaux de la fédération. Également de me déplacer dans les ligues ou les districts pour aller au contact au plus près du football amateur, qui est la chose la plus importante, le socle, la base de notre football. Je sais d'où je viens, je suis passé par là, donc c'est important que j'ai un relationnel avec eux. Ajouté à ça, j'ai été amené aussi ponctuellement à intervenir auprès de la direction technique nationale en ce qui concerne la formation de cadres, de par mon vécu et mon expérience. Et en conclusion, donc, de par ce que je viens de vous dire, je ne suis pas, je suis salarié de la Fédération française de football, bien évidemment, mais je ne suis pas quotidiennement ni régulièrement au siège de la Fédération française de football. J'y viens, j'ai un bureau, mais j'y viens que ponctuellement lorsque j'ai des listes de joueurs à communiquer, ou si je suis sollicité par mon président pour avoir des discussions ou autres, mais je ne suis pas au quotidien durant une année sportive dans le fonctionnement classique de la fédération. On reviendra par la suite sur différentes questions posées précédemment, mais je voulais vous interroger aussi sur quel regard portez-vous sur les graves incidents de dimanche dernier, en marge de la rencontre sportive entre l'OM et l'OL. Plusieurs personnes ont été blessées, le déchaînement de violence dont se sont rendus coupables une centaine d'individus a conduit à l'annulation du match. Qu'en pensez-vous? Avez-vous des commentaires? Ce sont des images horribles, bien évidemment, qui n'ont pas de place dans un cadre sportif ou dans une enceinte sportive ou même dans la vie de tous les jours. Malheureusement,
elles ont eu lieu. Donc évidemment, avec toutes les forces et les pouvoirs de décision qu'il peut avoir, de faire en sorte que ça n'arrive plus. Aujourd'hui, malheureusement, la sphère sportive, et en particulier le football, qui est un sport très populaire, il est le reflet de notre société. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas ceci, qu'il n'y a pas cela. On retrouve exactement les mêmes problèmes qu'on peut avoir dans la société, avec évidemment en plus une résonance médiatique en ce qui concerne le football, qui a un impact beaucoup plus important. C'est arrivé, malheureusement, c'est de faire en sorte avec l'association, je le répète, des pouvoirs publics, des clubs, pour que ça n'arrive pas et qu'aujourd'hui, un stade de foot, c'est un lieu, ça doit être un lieu familial et où les familles et les enfants en particulier doivent avoir la tranquillité, la sérénité, la sécurité de pouvoir y venir pour voir un spectacle, y participer, encourager, mais malheureusement, voilà, il suffit de quelques individus qui évidemment ne viennent pas pour ces raisons-là et se servent de ce lieu qui est un stade comme un lieu d'exutoire, et ça amène, il en suffit d'un, ça arrive bien évidemment, dans d'autres disciplines certainement aussi, quand ça arrive avec, je vous le répète, un impact médiatique aussi important qu'un match du dimanche soir entre deux équipes prestigieuses du championnat de France, ben forcément, ça prend beaucoup de place. Alors, je ne sais pas pour minimiser ce qui s'est passé, c'est inacceptable, et faire en sorte que ça n'arrive plus. Et selon vous, est-ce que ça aurait pu être évité? Et comment? Peut-être... Là, vous me demandez vous me demandez des fonctions que je n'ai pas. Dans l'absolu, tout peut être évité. Maintenant, on fait en sorte, et je pense qu'il y a des gens responsables sur le plan de l'organisation, de la sécurité, qui font en sorte de prévoir que tout se passe bien. Et quel est votre regard plutôt sur le partage des responsabilités entre l'association des supporters, la Ligue de foot, le ministère? Je ne vais pas dire c'est plus la faute de l'un ou de l'autre. Toutes ces domaines-là doivent réunir leurs forces pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Ça passe par quoi? Certainement de la prévention, certainement des sanctions lourdes qui amènent peut-être ces personnes-là, même si je ne suis pas sûr que ceux qui font de tels actes ont la capacité de réfléchir, mais au moins de faire en sorte que voilà, il y a des dans la vie de tous les jours, dans la société, il n'y a pas à avoir ça, et dans une enceinte sportive non plus. Maintenant, je n'ai pas, moi, dans ma fonction et à titre personnel, la possibilité de pouvoir influencer, ou je pense qu'il y a des gens qui sont suffisamment responsables, ils savent ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent faire, mais c'est en rassemblant tous ces pouvoirs de décision qui pourront amener à avoir une situation normalisée, qui n'est pas le cas aujourd'hui malheureusement. Alors, on a évoqué, Madame la Présidente a évoqué ce qui s'est passé dimanche, ce week-end, lors ce match de foot. Il y a quelques mois de cela, l'ancien président de la FFF, Noël Le Graët, indiquait que le racisme n'existait pas dans le football. Force est de constater, au vu des images, des propos qui sont tenus, d'ailleurs on le voit quand même sur plusieurs événements sportifs ces derniers temps, et notamment des matchs de foot, la question des propos racistes qui sont tenus. Et justement, vous avez une longue carrière dans le monde du football. Est-ce que vous avez déjà été témoin ou confronté à ce type de propos
dans le déroulé de votre carrière. Est-ce que vous diriez que ce phénomène a augmenté ou pas, ou il est plus visible aujourd'hui dans le monde du football? Et vous avez évoqué des sanctions. Quel type de sanctions? Parce que par exemple, ici, on a eu l'occasion d'auditionner l'association des supporters, qui eux, par exemple, étaient complètement contre l'idée de l'arrêt des matchs parce qu'ils sont contre les punitions collectives. Mais on voit bien que ce qui s'est passé, par exemple, ce week-end, on avait des supporters lyonnais qui étaient interdits de stade à Lyon, mais qui pouvaient être dans le stade à Marseille. Donc voilà, est-ce que, quand vous parlez de sanctions, vous pouvez peut-être nous préciser à quoi vous pensez exactement? Je vais vous répondre, mais sur la dernière partie, les sanctions, c'est pas à moi. Je peux vous donner un avis, mais quand je vous donne un avis, c'est pas l'avis du citoyen Didier Deschamps, c'est l'avis du sélectionneur de l'équipe de France. Donc, est-ce que c'est de mon rôle de donner un avis là-dessus? Je pense pas. Comme sur certains domaines, je peux avoir un avis de là à dire c'est la sanction, c'est pas la bonne, il faut plus. Qu'il y ait des sanctions plus lourdes, plus sévères, je pense que ça doit passer par là. Après, savoir s'il faut les interdire, pas les interdire, comme vous venez de le dire, qui sont autorisés à assister, de ne pas assister dans leur stade, mais qui peuvent se déplacer, à tous les niveaux, il y a des gens responsables qui doivent prendre ces décisions, évidemment en échangeant avec les différents organismes, les clubs, les associations de supporters, les pouvoirs publics, la Ligue, la fédération. C'est leur responsabilité. Par rapport à la première partie et en ce qui concerne le racisme, bien évidemment que durant toute ma carrière, j'ai été dans des situations en France, à l'étranger, dans de nombreux vestiaires, de nombreux stades. Mais en toute sincérité, personnellement, je n'ai pas été confronté dans mon activité sportive à des situations de ce type-là. Je ne vais pas vous dire que, par rapport à ce que je vous ai dit au début, qu'il n'y a pas de racisme dans le football. Si je vous dis que le football est la sphère sportive, le football qui est un sport très populaire et un reflet de la société, vous allez retrouver dans le football tous les bons côtés et les mauvais côtés de la société. Et à titre personnel, en ce qui concerne le racisme, j'en ai été malheureusement victime, si j'ai besoin de vous le rappeler au cas où, lorsque en 2016, j'ai eu ma maison en Bretagne qui a été taguée, et je peux vous assurer que c'est une violence sans nom et avec des conséquences par la suite par rapport à moi et surtout ma famille qui sont importantes. J'ai toujours été dans ma première vie de joueur et ma deuxième vie d'entraîneur ou de sélectionneur. Voilà, je me suis levé contre toute forme de discrimination, quelle qu'elle soit. Alors si aujourd'hui on entend certainement beaucoup plus parler de racisme, ça vient forcément d'une part avec la libération de la parole, qui est une très bonne chose en ce qui concerne le racisme ou d'autres formes de discrimination. Tant mieux, parce que ça lance des alertes, ça amène à des personnes à prendre des responsabilités. Alors évidemment, quand ça concerne le football, et je suis là parce que c'est ma profession et c'est mon domaine, je ne voudrais pas que vous stigmatisez plus le football qu'une autre discipline sportive. Le monde du sport n'est pas épargné par ces problèmes-là. Évidemment, quand ça arrive dans la sphère footballistique, mais même ceux qui ne sont pas forcément au courant le sont, parce que ça prend évidemment une résonance médiatique beaucoup plus importante. Comme, et là c'est plutôt agréable, et ça m'est arrivé assez fréquemment, et à l'équipe de France aussi, de connaître le succès, évidemment
dans l'émotion, le partage d'émotions, ça prend aussi beaucoup de place. Mais le fait que aujourd'hui, les gens ont la possibilité de pouvoir parler, dire, communiquer, alerter, c'est essentiel. Certainement que c'était pas ou beaucoup moins le cas les années en arrière. Donc, vous dites que durant votre carrière, vous n'avez jamais été confronté à des faits de racisme, enfin, concernant tout type de personnes autour de vous, j'entends bien, hein, qu'ils soient sportifs ou dans l'environnement du sport. Oui, je vous le confirme, en étant joueur dans différents vestiaires. Voilà, maintenant je suis l'activité quotidienne par rapport à des actes de racisme qui peuvent avoir lieu, mais et pourtant j'ai été dans de nombreux stades, vestiaires, pays, mais personnellement, j'ai pas été confronté au témoin d'une scène de ce type-là. Ou rapporter, même si vous n'étiez pas, on aurait pu vous rapporter des propos ou des paroles. Rapporter après, vous savez, entre ce qu'on dirait, il paraît, quand vous y êtes pas. Moi, je préfère parler quand je vois, j'entends de mes propres yeux. Après, entre ce qui peut être dit et écrit, c'est difficile de faire la part des choses. Et la même question, toujours durant votre carrière, concernant des violences sexuelles ou sexistes et des discriminations en tout genre. Avez-vous été confronté? Non, pas confronté. J'ai été informé de par, et vous l'avez cité en préambule, de certains agissements qui auraient eu lieu à une certaine date, que ce soit à Clairefontaine et ailleurs. Mais moi, j'ai pris connaissance, comme vous peut-être, ou beaucoup de personnes, à ce moment-là, à partir du moment où, au moment des faits, les personnes ne se sont pas, ou ne pouvaient pas, ou ne se sont pas exprimées. C'est difficile de savoir, à moins d'être là présent, mais ça n'a pas été le cas. Ah. Ouais, pour moi, il faut couper le micro. Et donc, justement, quand vous avez été informé sur cette situation, comment ça a été traité en interne de la FFF? Eh ben, je ne sais pas. Je ne suis pas un intervenant, ce n'est pas moi qui traite ces dossiers-là, que j'en sois informé comme le public. Moi, je n'ai pas de rôle ni de... Juste pour savoir si vous avez été informé et ou si vous avez suivi des différents dossiers en cours. Ah non, non, c'est non. Juste ça, même si je comprends que vous n'êtes pas le président de la FFF. Ah non. Mais, voilà, même pas de dossier, mais informé, mais pas directement. Après, il y a des actions judiciaires en cours. Ça fait pas partie de mon domaine de compétences, et j'ai été informé comme tout à chacun par la voie des médias, mais en n'ayant aucun rôle au sein de la fédération par rapport à ce domaine-là. Vous avez évoqué le tag sur votre maison en 2016, donc peut-être je vais revenir sur ça et j'aurai deux questions différentes. À cette époque-là, je suppose que vous faites référence à la non-sélection notamment de Karim Benzema, qui avait dit « Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France », parce qu'on a regardé les articles, comme vous avez évoqué la situation. Donc peut-être revenir sur cette affaire-là. Et dans la même continuité, pouvez-vous revenir sur les raisons qui ont conduit à la non-participation de Karim Benzema au Mondial du Qatar? Certains commentateurs ont avancé que la déchirure musculaire dont il a été victime n'était pas de nature à l'empêcher de participer à certains matchs. Comment répondez-vous à ces propos? Monsieur Benzema avait-il émis le souhait de participer au match de l'équipe de France? Quelle a été la teneur de vos échanges? Et pour terminer, vous avez déclaré dans la presse plus tôt dans l'année: quand je me lève le lendemain matin, on me dit qu'il est parti. Il avait décidé de partir par un vol commercial.
Je lui envoie un SMS, il m'a répondu quand il atterrit. C'est la vérité, il n'y en a qu'une seule et c'est celle-là. Karim m'a dit lui-même qu'il n'aurait pas été prêt. Monsieur Benzema a commenté ses propos sur Instagram par les mots « Mais quelle audace !» et vous a implicitement traité de menteur. Comment lui répondez-vous ? Je vais reprendre au départ. On me posait beaucoup de questions en même temps. Je ne sais pas si le tag de ma maison est lié ou non à la non-sélection de Karim Benzema. Je ne sais pas d'ailleurs qui est l'auteur puisqu'il n'a pas été identifié. En ce qui concerne la sélection ou la non-sélection d'un joueur, je vous rappellerai que je suis sélectionneur de l'équipe de France et je sélectionne des joueurs qui ont la nationalité française. Et mes choix sont des choix sportifs. Après, vous êtes un petit peu dans l'interprétation de ce qui peut être dit ou écrit. Je veux bien qu'on rentre dans le détail. Je ne sais pas si c'est l'endroit pour refaire l'histoire, entre guillemets, de ce qui s'est passé à Doha lors de la Coupe du Monde. Mais à partir du moment où je me suis exprimé, vous avez repris certains de mes propos, quand je prends la parole et j'annonce, je parle, évidemment, je vais vous reprendre l'expression. Oui, dans chaque situation, il n'y a qu'une vérité. Mais il y a plusieurs versions. Je ne vais pas vous amener des éléments pour vous montrer bien ou vous confirmer que ce que j'ai pu dire est la vérité. Mais c'est factuel. Et j'ai dit ce qui s'était passé. Comme vous l'avez repris, c'est peut-être repris de certains médias, mais la situation, elle s'est passée exactement comme ça. Si vous voulez plus de détails, je peux vous donner aussi des échanges de SMS. Voilà, mais je ne pense pas que ça fera avancer les choses. Et d'ailleurs, pour votre information, si vous ne le savez pas, je suis en procédure aussi contre un journaliste qui s'est permis d'affirmer des choses. Donc la procédure est en cours à partir d'éléments dont il disposait. On verra bien, la justice rendra son verdict. Mais j'ai pas à inventer des histoires. Après, vous savez, ils peuvent... à quelle personne vous allez accorder du crédit entre ce que vous pouvez lire et entendre et ce qui s'est passé réellement. Moi, je vous répète, si j'ai pas envie de parler, je suis pas là pour faire rire quand je prends la parole et je m'exprime sur un point bien précis. Je suis pas là pour... je dis ce qui s'est passé en donnant plus ou moins de détails. Je ne suis pas là pour argumenter, et d'autant plus qu'en ayant une procédure en cours, je ne peux pas me permettre de donner des éléments détaillés. Alors, c'est pas une question de vous croire ou pas, puisque vous êtes sous serment, donc on part du principe que tout ce que vous dites est la réalité, en tout cas, c'est la vérité. Moi, je veux juste revenir sur une partie de ce que vous avez dit, mais peut-être que vous pourrez nous préciser les choses. Quand vous avez évoqué la question de la sélection, vous avez dit, moi, je sélectionne des joueurs qui ont la nationalité française. Et du coup, comme la question portait sur Karim Benzema, ça veut dire qu'il n'aurait pas la nationalité française. Non, parce que vous répondez à ma question en disant cela. Donc c'est juste que si vous pouvez nous préciser les choses, voilà. J'ai été porter ce maillot de l'équipe de France, qui est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie professionnelle. Vous savez, la diversité dans le sport et surtout dans le football, qui est un sport populaire, moi j'ai toujours considéré que c'était une force et une richesse. Donc je n'associez pas ou n'interprétez pas l'association du fait de prendre des joueurs qui ont la nationalité française par rapport à Karim Benzema. Il est français comme tous les joueurs
que je sélectionne, même si certains, c'est un sujet qui est proche de celui-là, avec la liberté qu'ont certains joueurs qui sont des binationaux de pouvoir choisir un pays plutôt qu'un autre. C'est une liberté qu'ils ont toujours eue. Donc, non, moi, c'est simplement, quand je vous dis des joueurs qui ont la nationalité française, c'est par rapport à mes choix. Et mes choix, ce sont des choix sportifs. Je n'ai pas de critères autres que l'aspect sportif pour sélectionner ou non sélectionner un joueur. Merci pour la précision. C'était important parce que comme je vous posais vraiment la question sur Monsieur Benzema, en fait, quand vous répondez ça, ça laisse, voilà, ça met un doute en fait. C'est pour ça que c'était bien de le préciser et que je vous ai reposé la question. Je voulais revenir sur le plan social qui a eu lieu à la Fédération française de football en 2021, qui a été très critiqué, d'ailleurs dont la gestion a été très critiquée par l'IGESR. Quel est votre avis et votre regard sur ce plan social ? Si je termine la question, parce que comme vous l'avez précisé vous-même, vous êtes salarié de la FFF, donc voilà, tout le plan social concernait, vous ne concernez pas directement, mais concernait des salariés de la FFF. Oui, oui, je suis un salarié de la fédération. Je suis un salarié un peu particulier quand même, avec une fonction particulière. Donc sincèrement, si vous me demandez ce qu'il y a dans le plan, je suis incapable de vous répondre. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des actions, comme le nouveau président Philippe Diallo aussi a fait un plan social. Même si vous me demandez aujourd'hui, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas connaissance de ce qu'il y a à l'intérieur, donc je ne peux pas réagir. Évidemment, ça concerne. C'est pour ça que ce que je vous ai dit en amont, c'est pas pour fuir vos réponses. Moi, je ne suis pas dans le quotidien de la fédération. J'ai une fonction bien particulière de sélectionneur, et elle se situe quasi exclusivement hors siège de la fédération. Je reçois bien évidemment, quand il y a un mail, des emails du personnel, j'en reçois. Je ne les lis pas tous parce que je ne suis pas concerné non plus par tout ce qui peut se passer. Et non pas que je veuille me différencier des autres, mais ce n'est pas du tout de mon ressort et de mon domaine de compétence en tant que sélectionneur de l'équipe de France de donner un avis ou de participer à ces décisions. Ça, c'est un rôle de dirigeant, de président, de vice-président, de COMEX. Voilà, moi, je garde ma place de salarié en sachant que je ne suis pas un salarié comme les autres, bien évidemment. Alors justement, puisque vous évoquez le COMEX, les vice-présidents et les rôles des uns et des autres, est-ce que vous savez ou vous pouvez nous indiquer à quel moment M. Diallo est devenu vice-président de la fédération et à quel moment il a intégré le COMEX ? Désolé, mais non, je ne sais pas du tout. Je sais qu'à un moment, il a été même trésorier, mais je serais incapable de vous donner la date d'entrée, quand il est devenu vice-président, quand il a intégré le COMEX, et encore même quand il est devenu, puisqu'il a été président par intérim à une période avant d'être confirmé en tant que président de la fédération. Mais non, ce n'est pas des éléments dont je dispose aujourd'hui, et pendant mes plus de 10 ans que je suis sélectionneur, ce n'est pas la partie qui m'intéressait. Je n'étais pas confronté à ce domaine-là, ou à ces domaines-là. Alors, peut-être deux autres questions qui concernent plutôt Monsieur Le Gret. Est-ce que vous et votre staff, vous avez été gênés dans vos missions par les dysfonctionnements et l'implosion du tandem Monsieur Le Gret et Madame Ardouin? Donc ça, c'était la première question. Et pourquoi est-ce que vous et votre staff, vous avez en quelque sorte rompu avec Madame Ardouin à l'Euro 2021?
Je rigole, mais je ne devrais pas rigoler. Parce que ce que vous dites, c'est grave. Je ne sais pas d'où vous pouvez affirmer. Non, c'est une question, mais en affirmant ce que vous aviez affirmé, surtout sur la deuxième, oui, une interprétation qui n'est pas du tout la bonne. Dans le fonctionnement, je ne vous cache pas que sur décision du président Noël Le Graët qui avait délégué Florence Ardouin, qui était directrice générale et qui travaillait, il avait mis en mission par rapport à l'équipe de France A masculine. Je ne vais pas vous dire de mal de Madame Ardouin, le temps qu'elle a pu passer avec nous en équipe de France et de ce qu'elle a pu faire pour permettre de ne pas perdre de temps, de prendre des décisions. Mais c'était une décision de notre président à l'époque, qui était Monsieur Le Graët. Évidemment, quand il y a une période un peu plus trouble, je ne sais pas si c'est le mot, mais où il y a un peu de perturbation, il y avait des habitudes où ça se faisait naturellement. Il y a un fonctionnement qui change sur décision du président. Moi, le maître mot, c'est m'adapter. Et avec mon staff, je me suis adapté, bien évidemment. J'ai oublié la deuxième partie, pardon, où vous m'affirmiez. Oui, vous me posiez la question, pardon. Du coup, par rapport à justement avec les relations avec Madame Ardouin à l'Euro 2021. C'est bon, je vais y arriver. C'est une décision du président. Après, mon pouvoir de décision, il est sur le choix des joueurs et personne ne va venir me dire qui il faut prendre ou qui il ne faut pas prendre. Peu importe qui peut avoir des commentaires des uns et des autres et certaines personnes qui ne font pas partie du monde sportif, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est mon pouvoir de décision. Après, le président, il décide. Il n'y a pas de démarche de ma part. Bon, peut-être à travers ce qui peut être dit et écrit, parce que je ne suis pas complètement déconnecté de ce monde-là, que j'aurais pu demander ou quoi que ce soit, ou qu'elle soit plus avec nous. C'est une décision de mon président à l'époque. Il n'y a pas à la discuter. Comme aujourd'hui, avec le nouveau président, si le président est en conférence ou il est devant vous, il va dire quelque chose, je n'ai pas à commenter ce qu'il dit. Ce n'est pas de mon ressort, il est président. Lui, en tant que président, il a des décisions à prendre. Qu'elles me plaisent ou qu'elles ne me plaisent pas, c'est de son ressort. Je vais élargir peut-être un peu plus encore. Le choix des joueurs, il me revient. Mais depuis que je suis sélectionneur, j'ai un staff avec moi. J'ai la possibilité de proposer, de choisir les personnes qui, je pense, sont le plus compétentes pour être à mes côtés. Mais si j'ai mon président qui me dit, lui, non, c'est pas possible, je ne le prends pas, je peux pas. Et je suis pas... voilà, il y a une hiérarchie dans tout domaine professionnel. Moi, j'ai fait en sorte, depuis que je suis sélectionneur, à rester dans mon domaine, à avoir mon pouvoir de décision en ce qui concerne le sportif. Je ne vais pas m'immiscer dans d'autres domaines qui ne sont pas de ma compétence, et ne serait-ce par respect par rapport à la hiérarchie. Vous parliez du COMES, la directrice générale. Il y a eu des changements, bien évidemment, récemment, parce qu'ils ont été décidés comme ça. Une question de notre collègue Stéphane Buchou. Merci Madame la Présidente. Bonjour, Stéphane Buchou, député de la Vendée, vice-président de cette commission d'enquête. Je voulais revenir sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Vous nous avez dit ne jamais avoir été le témoin durant votre belle et longue carrière. Ça, c'est mes propos à moi. C'est sincère. Vous n'avez jamais été le témoin de violences sexuelles ou sexistes, de propos racistes, homophobes, etc., etc. Et que vous en avez pris connaissance, comme je dirais beaucoup d'entre nous, par le biais des médias. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir si, une fois que vous avez eu connaissance de ces affaires, qui touchaient aussi le football et d'autres sports, est-ce que, dans le rôle qui est le vôtre,
qui n'est pas n'importe quel rôle, celui de sélectionneur de l'équipe de France. Vous avez mis en place, avec votre staff, des actions de sensibilisation. Première question. Deuxième question, une fois que ces affaires sont sorties, est-ce qu'il y a eu des échanges avec la direction de la fédération, en l'occurrence son président et sa directrice générale, pour échanger, savoir s'il y avait là encore des actions à mener au sein de l'équipe. Dit autrement, après que tout ça ait été connu, est-ce qu'il y a eu des actions particulières ou ça a continué comme avant ? Merci de vos compliments. La question aussi, mais c'est pas facile de répondre. Non, je vous confirme, en toute, je suis sous serment, je suis pas là. Voilà, j'aurais pu en tant qu'entraîneur de club dans l'enceinte d'un stade, dans des tribunes, ça m'est pas arrivé. Je vais pas dire ou dans un vestiaire avec quand j'étais joueur ou là en étant entraîneur. De par ce que je viens vous dire et les moments d'immense joie qu'on a connu avec justement si le sport et le football a cette capacité à fabriquer des émotions, mais surtout à réunir, peu importe la diversité quelle qu'elle soit. Alors après, ça dure le temps que ça dure, mais on n'est pas là pour pouvoir malheureusement régler les problèmes quotidiens de chaque Français ou de chaque Française. Vous savez, quand les joueurs, moi quand j'étais joueur en équipe de France, c'était déjà le cas, et depuis que je suis devenu sélectionneur, être joueur de l'équipe de France de football, quand on vient et qu'on porte ce maillot, c'est déjà un privilège, un honneur. Il y a évidemment beaucoup de devoirs. Ils ne sont pas là pour recevoir après, partager des joies et des émotions quand il y a des succès, oui, bien évidemment. Mais ils ont des devoirs par rapport à l'image qui est communiquée, par rapport, et ça c'est aussi très important pour moi, le fait d'être de bons exemples pour la jeune génération. Je peux vous assurer qu'ils en ont tous bien conscience. Après, ils ont leur liberté de pouvoir s'engager, et ils sont beaucoup engagés dans des différentes causes. Après, il y a la sensibilité des uns et des autres, bien évidemment. Moi, l'image qui me tient par-dessus tout le plus à cœur, c'est que cette équipe de France doit communiquer une image d'unité et de solidarité, sur et en dehors du terrain, avec des joueurs français, bien évidemment, mais venant ayant des cultures, des histoires forcément différentes. S'il y a un mot qui est très important, mais de nos jours, dans notre société, il n'a plus beaucoup de place, c'est tolérance et pouvoir accepter la différence. Et pas dire, moi je pense ça c'est bien, ça c'est mal. Tout dépend de chacun. Et le football, dans un vestiaire, où là, par rapport à l'équipe de France, sincèrement, il n'y a pas eu à intervenir, puisqu'il n'y a pas... Le problème, il n'y est pas. Il n'y est pas. Parce qu'il y a un groupe qui est composé de joueurs différents, avec des cultures différentes, des religions différentes, des opinions politiques différentes, des sensibilités différentes. Ça concerne chacun d'entre eux dans leur quotidien. Là, ils se retrouvent pour porter le maillot. Évidemment, il y a ce qui se passe sur le terrain, et l'objectif sportif, c'est celui-là le plus important. Mais il y a une vie de groupe quand on part pour des grandes compétitions. En comptant s'il y a une préparation, on part sur un mois et demi, 2 mois, et on est H24 ensemble. Donc, qu'ils aient aussi, en plus de leur énorme qualité de footballeurs, que humainement, ils aient des capacités à vivre ensemble, oui, ça c'est quelque chose d'important. Il n'y a pas de sujet tabou. Moi, à aucun moment, depuis que je suis sélectionneur, j'ai dit à des joueurs, tu parles pas de ce sujet, tu dois dire ça, tu dois dire autre chose. J'ai des discussions avec eux, collectives.
j'ai des discussions, des entretiens individuels où je m'adapte. Je fais en sorte, au-delà des footballeurs qui sont, de connaître le mieux possible chacun d'entre eux humainement pour justement savoir leur parcours, leur historique, leur Je vais devoir vous interrompre, je suis Ah, désolée. je suis trop long? Mais parce que nous avons d'autres questions et puis Pardon, je suis également ok. maître du temps. Nous D'accord. avons une question de monsieur Pierre-Henri Dumont et peut-être que vous aurez l'occasion de terminer vos propos. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sélectionneur, merci pour votre présence, vos propos, puis aussi pour ce que vous avez fait depuis de nombreuses années maintenant à la tête de l'équipe de France. Je pense d'abord que ce n'est pas forcément le rôle de la commission d'enquête de juger des sélections ou pas des différents joueurs. Sans faire de jugement de valeur, les meilleurs résultats ont été obtenus sans la personne qui a été évoquée lors des grandes compétitions ces dernières années. Ceci étant dit, j'aurais 2 questions. Vous avez évoqué, Monsieur Deschamps, le fait que lors de votre carrière de joueur, votre précédente carrière, en tout cas avant d'être sélectionneur de l'équipe de France, vous n'aviez pas fait l'expérience de faits de racisme. On sait malheureusement que l'Italie est parfois en pointe sur ces sujets-là, malheureusement. Il y a des attaques, des cris de singe, parfois des propos, des chants racistes, homophobes dans certains cas dans des stades en Italie. Lorsque vous étiez, vous, joueur en Italie à la Juventus de Turin ou même entraîneur de cette équipe, est-ce que vous aviez pu expérimenter ce genre de geste ou pas? Et vous aviez évoqué à la fin de la présente expression que vous vouliez mieux connaître humainement vos joueurs. Vous avez des joueurs qui jouent actuellement en Italie. Par exemple, le gardien de l'équipe de France, Mac Maignan, joue en Italie. Il s'est exprimé fortement contre le racisme qu'il a pu expérimenter dans les stades. Est-ce que vous en avez parlé avec lui? On sait que c'est aussi un poste qui est compliqué, le poste de gardien de but, qui est le dernier rempart de l'équipe. Et donc, est-ce que ça peut, selon vous, avoir une incidence sur les performances des joueurs, le fait d'expérimenter ce racisme? Ma deuxième question concerne les relations avec l'ancien président de la FFF. Est-ce que vous estimez que votre relation avec M. Le Graët était une relation simple d'employeur à employé, ou est-ce qu'il y avait une relation un peu plus forte qui s'est tissée du fait de votre longévité au poste de sélectionneur? Et on pourrait le comprendre, parce que vous êtes probablement le sélectionneur qui est resté le plus longtemps en poste à la tête de l'équipe de France. Et est-ce que vous ne pensez pas que M. Le Graët vous a un peu utilisé, peut-être, comme une sorte de paravent au moment où il était fragilisé, par exemple en vous proposant une prolongation de contrat qui va jusqu'à 2026, si je ne dis pas de bêtises, alors que la tradition veut que ça aille de grande compétition en grande compétition et que donc la prolongation qui vous a été attribuée à l'issue de la Coupe du Monde au Qatar aurait pu, entre guillemets, dans les normes habituelles, s'arrêter après l'Euro prochain en Allemagne. Je vous remercie. C'est difficile de faire des réponses courtes parce que les questions sont nombreuses. Donc je suis sûr que vous savez faire ça. Vous savez faire une réponse courte. Mais le temps est... Parce qu'on a d'autres questions. Oui, mais je me doute que... en ce qui concerne le racisme, il y a beaucoup plus ces derniers temps d'incidents qui se passent. Je ne sais pas s'il n'y en avait pas ou il y en avait et on n'en parlait pas. Je vous réaffirme que moi, dans ma carrière de joueur, je n'ai pas été confronté spécifiquement et personnellement à de telles situations. Qu'aujourd'hui, et je ne suis pas déconnecté, je regarde les matchs, il y a des matchs où certains joueurs, vous avez certains Mac Maignan, où il y en a d'autres, où ponctuellement il y a un problème de racisme, et forcément ça n'a pas lieu d'être. En restant sur Mac Maignan, je pense que vous allez à des conclusions un peu hâtives par rapport à ses performances, même si vous avez sans doute la capacité à pouvoir juger de la performance des joueurs. Mais évidemment, le joueur de foot, quel qu'il soit, ce ne sont pas des robots, ce sont des êtres humains. Et je sais trop bien, pour avoir été moi aussi joueur de foot pendant de longues années, quand c'est une période où on n'est pas en confiance, où on peut avoir des soucis dans le domaine privé, ça influe sur la performance sur le terrain. Donc, à travers les discussions que je peux avoir avec mes joueurs en tête à tête,
ça arrive fréquemment de pouvoir aborder des sujets qui sortent du domaine sportif. Mais si j'ai cette possibilité-là avec eux, c'est justement du fait déjà au départ, de bien les connaître, de tisser une relation de confiance. Et dans cette relation de confiance, ils savent très bien que la discussion que nous avons, elle reste entre le joueur et moi. Tout au plus, je ne suis pas là pour les conseiller. Je leur donne mon avis par rapport à mon vécu et mon expérience, mais ça sera toujours leur décision. Parce que c'est leur carrière. À un moment, ça peut arriver qu'ils peuvent me demander ce que j'en pense, mais je leur dis toujours, c'est votre décision. Je peux amener des éléments. Après, en ce qui concerne la relation avec mon ancien président Noël Le Graët, depuis le départ, nous avons eu une relation professionnelle. Lui, en étant président, il m'a choisi en tant que sélectionneur. Et puis, au fil des années de se pratiquer, de se voir, de discuter, forcément, il y a une relation qui se crée, qui va au-delà du relationnel, de par tout ce que l'on a pu réaliser ensemble et qui a permis à l'équipe de France d'obtenir les résultats qu'elle a obtenus. Mais, et de son côté et de mon côté, surtout de mon côté, je ne l'ai jamais considéré différemment, même si ça m'est arrivé de déjeuner quelquefois avec lui, de parler football. Il est venu fréquemment à Clairefontaine, dans toutes les compétitions, et il était là avec nous à nos côtés pour échanger, parler football. Mais dans mon esprit, ça a toujours été mon président. Alors je disais, certains me l'ont reproché parce que j'ai dit mon président. C'était le président de tous les salariés de la fédération, comme aujourd'hui Philippe Diallo est mon président. Et malgré, ou je ne veux pas dire malgré parce que c'est négatif, avec cette relation de confiance où il m'appréciait, je l'appréciais, je ne me suis jamais permis de le tutoyer ou de le... Pour moi, en face de moi, c'était toujours le président de la Fédération française de football. J'ai fait un peu plus court. Très bien. Merci, j'allais juste vous interrompre, donc c'est parfait. Madame la rapporteure a une question pour vous. Oui, peut-être juste revenir sur cette prolongation justement de sélectionneur. Selon nos informations et lors d'auditions d'ailleurs qu'on a eu l'occasion d'avoir dans le cadre de cette commission, la prolongation jusqu'en 2026 de votre contrat serait intervenue sans que le COMEX de l'AFF soit n'ait ni consulté ni l'Assemblée générale. Justement, est-ce que vous pouvez revenir sur... alors, c'est une personne qu'on a auditionnée ici qui nous l'a dit, donc c'est pour ça que je reviens dessus. Alors juste, je termine. Du coup, est-ce que vous pouvez revenir justement dans les conditions? Parce que nous, dans l'audition, si je ne dis pas de bêtises, mais je vérifierai le compte-rendu, la personne vous a dit que M. Le Graët vous avait reçu, il vous avait indiqué qu'il souhaitait vous prolonger, et en fait, il n'avait pas du tout demandé l'avis du COMEX ou de l'Assemblée générale de la FFF. Alors, je ne peux pas vous dire, et ce n'est pas de mon ressort, si le président est censé aviser le COMEX ou pas. L'Assemblée générale, elle a été avisée puisqu'elle a eu lieu le lendemain. Donc c'est difficile d'aviser des personnes, ils sont 600, il y a tout le monde du football amateur. Donc, et il voulait annoncer ma prolongation au moment de cette Assemblée générale à laquelle je participe, j'ai participé régulièrement à celle d'hiver, parce à celle d'été. C'est plutôt bon signe que j'y sois pas. Ça veut dire qu'on est en compétition, soit en championnat d'Europe ou en Coupe du Monde. Mais par rapport à, je reviens par rapport à cette prolongation, dans votre analyse, si les choses s'étaient passées comme elles se sont toujours passées depuis le premier jour où je suis devenu sélectionneur, j'aurais pas eu à avoir une prolongation de contrat parce qu'elle était toujours prévue, avant que je parte en compétition. C'était le cas en 2014, ça a été le cas en 2016, c'était le cas en 2018 et c'était le cas en 2021. Où
et pour des raisons comment je vais dire ça, que le président tenait compte, sans vouloir parler à sa place, d'un sélectionneur qui part pour une compétition avec des joueurs, et il y a eu un historique pour ça, dans la gestion et dans le management, et je l'ai connu en tant que joueur aussi, quand vous savez que cette personne-là, elle est censée s'arrêter après la compétition, c'est quand même un peu plus compliqué dans le management et la gestion par rapport aux joueurs, ceux qui jouent, ceux qui ne jouent pas. Vous allez me dire, ça ne nous a pas empêché d'être vice-champion du monde au Qatar, malgré tout, puisque les joueurs savaient très bien que après cette compétition, je n'avais plus de contrat. Donc c'est la situation qui a amené à faire une prolongation, et je vous le répète, mais ça n'a pas été le cas, c'est décision du président. Voilà, non pas que je suis pour ou contre, il l'avait fait jusqu'à là les années précédentes, là il ne les a pas fait, il l'a pas fait. Je pense qu'il sera lui aussi présent devant vous si vous voulez lui demander les raisons qui l'ont amené à modifier sa position avant la Coupe du Monde. Ben, il vous répondra. Merci. Alors, juste peut-être pour revenir sur ce que vous nous avez indiqué quand vous nous avez dit que vous n'aviez jamais été témoin ou assisté à des faits de racisme dans le football. Durant toute votre carrière, si je vous cite le nom de Joseph-Antoine Bell, est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Oui, heureusement, oui. J'ai eu l'occasion de jouer au moins une année avec lui aux Girondins de Bordeaux. Rappelez que lors d'un match, on lui a lancé des bananes au stade Vélodrome. Vous étiez à ce moment-là, vous étiez sur le terrain. J'y étais à ce moment-là. Ouais. C'est vrai. Mais j'ai pas sorti ça de ma tête. Mais maintenant que vous le dites, j'ai commencé le football professionnel en 85. Donc c'est beaucoup de matchs dans des stades, forcément. Mais quand je dis confronté dans l'environnement, ce qui peut se passer dans un stade, vous allez peut-être m'en sortir, on me parlait de l'Italie. C'est possible qu'à un moment, il y a eu un incident, sur un stade. J'ai joué des matchs tous les 3 jours. Moi, quand je dis j'ai pas été confronté personnellement, c'est-à-dire au cœur de mon activité, que ce soit en tant que joueur dans un vestiaire où il y a un problème entre 2 joueurs d'origine différente ou autre, ou dans mon métier d'entraîneur, que ce soit à l'entraînement ou dans la gestion d'une équipe ou en tant que sélectionneur par rapport entre joueurs. Dans l'enceinte ou autour d'un stade, alors je me suis peut-être mal exprimé, vous allez en trouver certainement où je faisais partie, mais c'est dans l'environnement. Non pas que je minimise l'impact que ça a pu avoir et l'importance que ça prend encore plus aujourd'hui. Mais je le répète, je parlais vraiment de comment je vais dire, l'environnement proche et qui concerne le vestiaire et l'équipe. En fait, je suis revenue dessus parce que justement, quand j'ai posé la question, c'était de savoir si vous aviez pu être témoin de faits de racisme dans le foot. Donc forcément, bien sûr, que je pense qu'on trouvera d'autres exemples là-dessus. Mais si vous voulez, dans le cadre des auditions, y compris d'ailleurs de certains sportifs, ce qui revient régulièrement, c'est le fait qu'ils sont un peu laissés seuls face à ce qu'ils subissent en tant que sportifs, quand ils ont soit des cris de singe, soit comme là, des jets de bananes, comme on a pu le voir dans d'autres terrains, des chants homophobes, qui ne concernent pas forcément les sportifs, mais dans le stade. Et du coup, ce qui revient beaucoup, c'est ça, c'est le sentiment d'être laissé seul et de demander aux sportifs de porter plainte, de faire tout ce travail-là un peu seul, sans être accompagné forcément par sa fédération. On parle du football aujourd'hui parce que vous êtes là, mais ça concerne d'autres disciplines. Est-ce que justement, de votre point de vue, il n'y aurait pas quelque chose, ou un dispositif ou un accompagnement à avoir vis-à-vis de ces sportifs qui, on leur demande de performer sur le stade,
et qui, au moment où justement ils terminent, ils subissent parfois des propos extrêmement racistes qu'ils n'ont pas forcément, enfin voilà, qui n'ont pas le réflexe de traiter. Est-ce que justement on ne pourrait pas envisager de se porter partie civile, de porter plainte systématiquement, voilà, des dispositifs comme ça. Là, je vous parle vraiment en tant que sélectionneur, vous avez des joueurs sous votre responsabilité. Est-ce que c'est pas des choses qu'on peut envisager? Envisager, c'est une liberté qu'ils ont et qui devrait, qu'ils soient accompagnés. Ça me semble tout à fait logique. Je vous le répète, si je vous dis que je m'élève contre toute discrimination, je me l'attribue d'abord à moi-même. C'est facile de dire aux autres de faire et soi-même faire ce qu'on a envie, mais bien évidemment qu'il y a des choses à améliorer. Après, c'est le ressenti de chacun d'aller jusqu'à des actions, des procédures judiciaires ou pas. Mais évidemment que les instances ont un rôle important. Et quand ça arrive, même si vous me reparlez, je ne l'avais pas en mémoire par rapport à Joseph-Antoine Bell, quand des événements arrivent comme ça, je peux vous assurer que en interne, par rapport à l'ensemble des joueurs, la solidarité, elle est là, le soutien est là. Mais après, ça ne peut pas aller au-delà. Évidemment, c'est le rôle des institutions de faire en sorte de les accompagner pour faire en sorte d'éradiquer ce problème-là. Dans un premier temps, de pouvoir le réduire et puis pour qu'on en arrive, je l'espère, le plus tôt possible à ne plus en parler. Une question de M. Picmal. Oui, bonjour Monsieur Deschamps, donc François Picmal, député de la 4e circonscription de Haute-Garonne. Vous l'avez dit tout au long de votre propos, et je vous rejoins, l'équipe de France de football est plus que l'équipe de France de football dans notre pays. Et vous en avez une part, j'allais dire de responsabilité, mais pas de responsabilité, mais heureuse, une responsabilité heureuse, c'est que ça préexistait avant 1998, mais c'est véritablement à partir de 98 et la victoire à la Coupe du Monde qu'il y a eu un nouvel effet d'attente sociétale ou sociale autour de l'équipe de France et qu'on a vu au travers de différents épisodes, que ce soit, on se souvient tous de Nice-Na avec tout ce que ça a causé comme problème sportif évidemment, mais aussi au niveau politique d'intervention du personnel politique dans ce qui aurait pu rester après tout un épiphénomène sportif. Et depuis que vous avez repris l'équipe de France, je vais commencer par un compliment. Vous avez remis l'équipe de France au centre du football mondial via la victoire en 2018 et les excellents résultats qu'il y a eu depuis. Et finalement, en vous écoutant, j'ai l'impression que vous vous situez vraiment dans votre rôle de sélectionneur et que vous l'avez bien défini, que vous ne sortez pas de ça. Mais moi, j'ai envie de vous dire que vous êtes plus qu'un sélectionneur aux yeux de beaucoup de gens. Vous êtes une figure nationale connue, populaire, discutée, critiquée, c'est comme ça pour toutes les personnes publiques. Et finalement, vous vous mettez dans un rôle de subordination qui est certainement véridique en termes de contrat que vous avez. Mais si on demande à tout à chacun, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui représente la Fédération française de football, je pense que votre nom sera parmi les premiers à sortir. Et moi, ce que j'aimerais savoir, il y a eu plein de questions que j'aurais aimé vous poser, mais qui ont été posées par mes collègues, c'est aujourd'hui, face au cas de racisme, d'homophobie, de discrimination, de violences sexuelles et sexistes en tout genre, à la parole qui se libère et à l'urgence aussi, qu'on ressent notamment au travers des auditions qu'on a pu mener, du football amateur, du sport amateur de manière générale, en passant par le football, mais pas que, jusqu'au monde professionnel. Est-ce que votre rôle, quelque part, c'est pas d'être, comme on dit au Barça, plus qu'un club et plus qu'un sélectionneur, en disant et en affirmant qu'il faut donner plus de visibilité au niveau de l'équipe de France masculine à des actions contre le racisme, contre l'homophobie, contre les violences sexuelles et sexistes? Un peu déconnecté parce que les joueurs et l'équipe de France sont amenés à faire à titre personnel ou collectivement plusieurs actions. L'une des dernières, c'est
par rapport au Resto du Cœur. Après, vous savez, il y a énormément d'associations. Elles ont un combat, et pour ces associations, et heureusement qu'elles existent, le seul combat, c'est le combat de chaque association. Vous savez, les sollicitations qu'il peut avoir, c'est impossible de répondre à toutes les sollicitations. Les joueurs sont impliqués. Évidemment que, et moi personnellement, au-delà du rôle de sportif, et le football a un rôle sociétal. Alors quand il y a la victoire, tout va bien. À 98, vous en parlez. Évidemment, ça a duré beaucoup plus longtemps qu'en 2018. Mais on ne va pas régler les problèmes du quotidien. Après, excusez-moi, j'ai une fonction, bien évidemment, en tant que sélectionneur de l'équipe de France, avec une responsabilité. Je ne la fuis pas, je l'assume, je prends des décisions. Je suis comme ça, j'ai peut-être des principes, on les aime pas. Chacun a son domaine et son pouvoir de décision. Mais je suis avant tout un citoyen français. Et à ce titre-là, je suis dans la vie, même en étant dans ma sphère sportive, je suis dans la vie de tous les jours. Ah, je vous rassure, je n'ai pas les mêmes problèmes que monsieur et madame dans le quotidien, bien évidemment. Mais après, j'ai quand même la liberté aussi de pouvoir m'exprimer ou pas m'exprimer. Moi, j'ai parti du principe, il y en a qui trouveront ça bien ou pas bien, vous ne m'entendrez jamais, et vous ne m'avez jamais entendu parler de politique depuis que je suis dans le sport. Non pas que je n'ai pas des idées, non pas que je n'ai pas même des convictions, parce que j'estime peut-être, excusez-moi l'expression, connement, que ce n'est pas ma place, parce que j'ai un rôle dans le sportif et je ne veux pas mêler les deux, mais je suis citoyen. Mais quand je m'exprime comme je m'exprime aujourd'hui, ce n'est pas le citoyen Didier Deschamps qui s'exprime devant vous et qui sera, certaines phrases seront reprises. J'ai bien conscience que c'est Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France. Et ça n'engage pas que moi. Moi, je dissocie les deux. Je suis la même personne, mais j'ai une vie professionnelle, une vie privée. C'est mon choix. Je peux avoir cette liberté-là. Je ne dis pas après, il y en a qui vont me critiquer, ou peu importe. Ça pour moi, ce n'est pas un souci. Mais de par une phrase ou une de mes réponses, même vous ici, les personnes qui sont là, vous allez interpréter d'une façon, vous d'une autre. Moi, je sais ce que je veux dire, mais j'ai quand même cette liberté-là. Et je parle des joueurs. Moi, à titre personnel aussi, je m'investis. Après, j'ai une sensibilité. Je ne dis pas que je n'en ai pas. Quand il y a eu, il y a quelques années, on m'a demandé de participer avec monsieur le maire à un film par rapport à l'homophobie. J'y ai participé. Si on me demande de participer tous les 3 mois, d'être présent, je ne peux pas, sincèrement. Alors, je finis. Excusez-moi. Le fait, moi, je m'engage, j'ai une cause qui me tient à cœur, c'est celle des enfants. Et tout ce que je fais, à travers l'association ou les Pieds jaunes, ou même à titre personnel, sans que ça devienne médiatique, voilà, je suis sensible à cette cause-là. Je ne dis pas que les autres ne méritent pas d'être défendus. Au contraire, moi, je fais beaucoup par rapport à celle-là. Parce qu'aujourd'hui, dans la vie, la chose la plus importante pour moi, c'est le sourire d'un enfant. Et ils ont tous droit à avoir accès à ce sourire. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, je ne vais pas résoudre tous les problèmes, mais je fais en sorte de... Le temps que je peux y accorder, et du fait d'être Didier Deschamps, le sélectionneur, de pouvoir aller dans ce sens-là. Vous l'avez dit, le sport n'a pas de couleur politique. La preuve en est, c'est que ce groupe de travail est transpartisan et que vous avez, parmi nous tous les collègues, je pense, toutes les couleurs de l'Assemblée nationale représentée, mis à part le RN qui a souhaité quitter la commission d'enquête. Voilà. Et je voudrais revenir sur le sujet dont vous parliez précédemment, concernant les discriminations. Et M. Le Graët s'était prononcé contre le port d'un brassard de soutien à la cause LGBT, craignant de faire passer les joueurs pour des donneurs de leçons. Étiez-vous personnellement favorable au port de ce brassard ? En avez-vous discuté avec M. Noël Le Graët ? Avez-vous regretté que la FIFA décide finalement d'interdire le port d'un tel brassard au motif qu'il n'était pas fourni par elle ?
Pardon, je l'éteins, je l'allume. Nous avons effectivement toutes les équipes nationales, par décision de l'UEFA, sur un match de qualification, Ligue des Nations, où toutes les équipes, tous les capitaines s'étaient mis d'accord et l'UEFA avait décidé de porter le brassard arc-en-ciel. Nous avons été confrontés, nous avons été abandonnés, je dirais même, avant cette Coupe du Monde, parce que la responsabilité, évidemment, appartient aux instances. Et à partir du moment où des décisions n'ont pas été prises, c'était la libre décision des uns et des autres jusqu'au tout début de la compétition, voire pendant la compétition. Nous avons été confrontés à ces sujets-là. À partir du moment où il avait été décidé, je vous le rappelle, Monsieur Noël Le Graët et moi-même, Monsieur Noël Le Graët n'était pas président de la Fédé, moi j'étais pas sélectionneur. La décision d'aller jouer la Coupe du Monde au Qatar, elle a été prise avant. Ça remonte à 2011, 2010. Et c'est les semaines, les mois avant, où évidemment, de par l'importance de cette compétition, il y a des sujets non sportifs qui viennent et on demande aux acteurs de prendre position. En ayant, là aussi, selon les pays, selon les cultures, des sensibilités différentes. À partir du moment où, si c'est décidé, parce qu'on est sous les décisions de la FIFA, quand vous êtes en Coupe du Monde, quand vous êtes en championnat d'Europe, il y a un cahier des charges, vous êtes obligé de suivre les recommandations de la FIFA. Si ce n'est pas le cas, après, c'est des décisions qui doivent être prises. Qu'il y ait une action collective et générale, c'est mieux pour que ça ait le plus d'impact possible. Après, je n'avais pas connaissance de tous ces éléments. Je peux vous assurer qu'avant une compétition, une Coupe du Monde ou un championnat d'Europe, en ce qui concerne mon domaine, j'ai déjà suffisamment de choses à m'occuper en interne et que les journées de 24 heures, des fois, si j'avais quelques heures en plus, je les prendrais bien volontiers. Et d'ailleurs, en mars 2022, soit 8 mois avant la Coupe du Monde de foot au Qatar, M. Le Maire a rencontré à Clairefontaine les joueurs de l'équipe de France. Il s'agissait de tourner un clip contre l'homophobie dans le foot. Seuls 3 joueurs auraient accepté: Jonathan Klaus, Jules Koundé et Hugo Lloris. Les autres joueurs n'ont pas souhaité participer au clip. C'est archi faux. Vous dites que 3 joueurs. Mais vous imaginez, si toutes les associations, et déjà l'équipe de France, c'est la fédération qui doit décider, ce n'est pas à titre individuel, puisqu'ils viennent, ils portent ce maillot-là. Mais si toutes les associations, on devrait faire des clips ou des photos, mais on ne peut plus s'entraîner, on ne peut plus jouer. Alors vous dites, ou Monsieur le maire dit, il n'y a eu que 3 joueurs. Il a eu 3 joueurs. C'est pas que les autres n'ont pas voulu. Il y a une liberté, mais on ne leur a pas interdit aussi. Mais il aurait dû peut-être se renseigner. Peut-être qu'il y a d'autres obligations ou d'autres sollicitations et qu'à un moment, il y en a 3 qui étaient avec lui. Bon, dans ces 3 joueurs, il avait quand même le capitaine de l'équipe de France qui est Hugo Lloris. Et les autres joueurs, ils peuvent être investis sur d'autres associations, non pas qu'ils sont contre. Il n'y en a pas un joueur qui va vous dire moi, l'homophobie, j'en ai rien à faire ou quoi que ce soit. Après, c'est une interprétation aussi. Je peux comprendre la position de Monsieur le maire, d'autant plus que moi, j'y avais participé. Et je l'ai fait, ce qui ne veut pas dire que je vais chaque année, à chaque événement où je dois être là. Merci de votre réponse et de la nuance que vous y apportez. Merci. Alors, peut-être pour en finir... Je ne vais pas vous donner mon téléphone parce qu'autrement, vous pourrez avoir des SMS aussi par rapport à nos obligations et les sollicitations. On va se faire passer pour
se connaît pas, mais j'ai été joueur. Aujourd'hui, les joueurs, évidemment, ils ont un rôle sociétal, mais si vous savez le nombre de sollicitations qu'ils ont, que ça soit pour les associations, bien évidemment, et heureusement qu'elles y sont. Et toutes méritent d'être défendues. Mais à un moment, on peut pas toujours faire plaisir à tout le monde. Je me permets juste, je fais très court. Vous prenez l'exemple, il en a eu 3. Il en a eu que 3. C'est comme quand je fais un entraînement à Clairefontaine qui est ouvert. C'est limité. Évidemment, on ne peut pas recevoir, ils sont 500, 600 personnes. Mais si vous allez toujours trouver une personne qui est venue et qui n'a pas pu avoir la signature ou l'autographe de Kylian Mbappé. C'est scandaleux. Oui, mais Kylian, il y a d'autres joueurs. Autrement, on y passe 5 heures, on y passe une demi-heure, mais on a d'autres obligations aussi. Alors, dans ce cas-là, on ne fait rien, on s'enferme, on ouvre. Mais si on n'écoute que la personne ou l'individu qui n'est pas content, et c'est souvent le cas, on accorde beaucoup plus d'écoute et d'importance, c'est impossible de satisfaire tout le monde. Voilà, j'arrête là. Juste peut-être pour terminer sur ce tournage de clip, parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion ou pas de voir l'audition d'ailleurs de Monsieur le maire qu'on a entendu ici, puisqu'il a qualifié les propos d'Hugo Lloris de surréalistes et très surprenants, ce qui aurait poussé la FFF à ne pas diffuser le clip. Selon Monsieur le maire, Hugo Lloris aurait répondu que certaines insultes homophobes répandues dans les tribunes appartenaient au langage du foot. Avez-vous eu connaissance de ces propos? Comment les avez-vous accueillis? Et est-ce que finalement ce clip n'a pas été diffusé justement? Pas du tout, sincèrement. J'ai pas le contenu je gère pas cette partie-là, le pourquoi du comment. Donc, et je veux pas fuir votre question. Je connais bien Hugo Lloris avec évidemment ses qualités, ses énormes qualités de gardien de but et l'humain qu'il est, avec une famille, une belle famille, avec des valeurs. Et voilà, après, je ne sais pas ce qu'il a pu dire, c'est toujours ce qu'on vous rapporte, forcément. Comme je vous l'ai dit sur l'une des premières réponses. Voilà, je vais juste vous préciser, alors pour le coup, c'est ce qu'on a entendu ici en audition de la part de Monsieur le maire sous serment. Donc c'est pour ça qu'on vous pose la question. C'est pas c'est pas ce qu'on nous rapporte de l'extérieur. Peut-être que lui, il pense. Moi, je vous dis des choses sur serment. Je suis pas là pour mentir. Qu'il ait eu. Si vous dit ça, est-ce que ça s'est passé? Je peux pas vous le dire. C'est pas de mon ressort et j'ai pas le contenu de son intervention et qu'il avait participé. Et bon, vous me citez les 3 noms, j'aurais été incapable, vous me le demandez avant, j'aurais été incapable de vous dire les 3 qui étaient concernés. Ça fait partie, j'ai une personne et plusieurs personnes, et dans l'entourage et les salariés de la fédération, mis à part le staff qui est au quotidien en stage avec moi, il y a évidemment un staff élargi qui est là, et au niveau marketing et autres, on est sollicité par énormément d'associations. Des choix sont faits, là aussi, peut-être injustes, critiquables. Pourquoi cette association? Pourquoi pas celle-là? Des enfants, ils sont invités, pourquoi c'est cette école plutôt que celle-là? Nous, ils sont là, on est contents, on peut leur donner le sourire, on essaye de faire les choses du mieux possible, justement pour cette image que l'on doit donner à la jeune génération, mais avec aussi des impairs. Ils ont le droit à l'erreur, et vous allez peut-être m'en ressortir un moment. Pourquoi? Oui, alors ils s'excusent, c'est la moindre des choses. Je fais en sorte après de pouvoir en discuter avec eux. C'est pour ça, il y a moi je fais une grande différence entre vouloir être et tout faire pour être de bons exemples et être exemplaire. Moi, le terme exemplaire, je ne peux pas l'utiliser dans mon vocabulaire, parce que quelqu'un qui est exemplaire et qui fait tout parfaitement et qui n'a pas fait la moindre erreur dans sa vie, si vous en connaissez une personne, vous me la présentez. Mais forcément, ils peuvent avoir des attitudes, faire des erreurs, et sans pour autant être de mauvaises personnes.
Oui, alors on entend tout à fait l'objectif de cette commission d'enquête, c'est d'identifier les dysfonctionnements sur les différents sujets qu'on a pu aborder, donc les VSS, le racisme, les discriminations, l'homophobie. Et l'objectif est bien sûr de voir comment est-ce qu'on peut travailler avec le mouvement sportif dans son ensemble pour remédier à ce qui se passe. Et c'est vrai que sur la question du racisme et de l'homophobie, le foot est particulièrement touché. Alors aussi parce que vous avez plus de 2 millions de licenciés, ce qu'on entend, donc forcément ça a un effet grossissant, mais c'est particulièrement concerné. Donc l'objectif, c'est de trouver des solutions pour avancer. Alors, est-ce que c'est des sanctions plus sévères? Est-ce que c'est de la prévention très en amont? Est-ce que c'est des temps d'échange avec les joueurs, avec les associations de supporters? Voilà, c'est tout ça, en fait, que nous, on essaye de travailler pour pouvoir avancer là-dessus. C'est pas... je le reprécise. Très bien, hein, je ne mets pas en doute votre travail. Il y a certainement besoin de tout ça, de la prévention, certainement des sanctions plus importantes. Est-ce qu'il y a une participation qui peut venir aussi des acteurs que sont les sportifs? Que le football, je ne saurais pas vous affirmer aujourd'hui qu'il y a plus de ça dans le football que, évidemment, la seule chose, et c'est la réalité, quand il arrive quelque chose dans le football, tout le monde est au courant, tout le monde en parle plus. Est-ce qu'il y en a plus ou moins dans d'autres disciplines sportives? Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu qu'il y en a. Mais évidemment, le football, de par le nombre de licenciés, là, vous prenez ce qui est arrivé à Marseille. C'est un dimanche soir, c'est le match phare, télévisé. Tout le monde l'attend parce que c'est deux grands clubs français. Évidemment, il y a un impact qui est une résonance médiatique et dans tout le pays, plus les images qui sont diffusées, oui, ça c'est évident que ça prend beaucoup de place. Et je ne dis pas trop de place, mais ça prend beaucoup de place. Est-ce que ça prend la même place, et ce n'est pas par jalousie, dans d'autres disciplines? Je ne pense pas. Alors que certainement, il y a autant de problèmes qu'il peut en avoir dans le football. Une petite dernière question de Monsieur Stéphane Buchou. Merci Madame la Présidente. Très courte. Oui, j'ai bien vu votre message. Je vais faire très court. Et j'ai 2 questions très directes et très rapides. La première, en septembre 2020, je crois que c'est septembre, Noël Le Graët déclare qu'il n'y a pas ou peu de racisme dans le football. Je voulais savoir comment avait réagi à ce moment-là le sélectionneur Didier Deschamps. Je dis bien le sélectionneur. Moi, j'ai bien entendu tout à l'heure qu'il y avait une étanchéité complète, enfin, en tous les cas, une étanchéité entre le sportif et enfin, vous nous avez expliqué, donc je ne vais pas revenir sur ce que vous nous avez dit, mais je voulais avoir votre... Ouais, et je vais... Ouais, c'est juste, c'est les présidentes qui décident un peu de fonctionnement, mais on peut faire comme ça, moi je veux bien. Ok, on y va. Allez-y. Pardon. Je vous l'ai dit, à tort ou à raison, et je l'applique encore aujourd'hui, et je lui ai dit clairement lorsqu'il a été officialisé, M. Philippe Diallo en tant que président, par principe, quand le président s'exprime, je n'ai pas à commenter ce qu'il dit. Donc, après, je peux avoir mon propre avis, mais en tant que sélectionneur, c'est mon patron, je n'ai pas à commenter ce que peut dire mon patron. Maintenant, vous me posez la question, est-ce qu'il y a du racisme dans le football? Je vais vous répondre ce que j'ai un peu répondu avant. Pourquoi il n'y en aurait pas? Je ne vais pas vous l'affirmer aujourd'hui, puisque le sport, comme je vous l'ai dit, on y retrouve tout ce qu'on peut retrouver dans la société. Donc, évidemment qu'il y en a trop, certainement trop, ne serait-ce qu'un incident, c'est un incident de trop. Mais par principe, je n'ai pas à commenter les sorties médiatiques de mon supérieur hiérarchique, parce que j'estime que c'est pas mon rôle. Ok. Bien pris. Je vous posais aussi cette question parce que tout à l'heure vous avez dit que vous vous concentriez à juste titre sur le sportif, et encore une fois bravo pour tous les résultats que vous avez obtenus, et que je pense moi que les déclarations de ce type peuvent évidemment avoir un impact sur les performances sportives de ceux qui ont été concernés par ce type d'acte. Voilà pour le commentaire. Et ma deuxième question, je vous la pose très rapidement parce que je l'avais posée à un de vos prédécesseurs
qui qui est un glorieux vainqueur de la Coupe du Monde de 98. Compte tenu de tout ce dont on vient de parler et des sujets dont s'est emparée la commission d'enquête, si demain Didier Deschamps est est président de la Fédération française de football, si toutefois vous le deveniez, quels seraient les axes d'amélioration à apporter pour que ces sujets dont on parle, eh bien, à terme, on n'en parle plus? Merci. Je ne peux pas vous répondre parce que je ne le saurais pas. Si vous me demandez... Non, mais ce n'est pas une réponse de circonstance. Moi, voilà, j'ai cette fonction, je suis épanoui parce que j'ai eu l'opportunité de faire de ma passion mon métier. J'estime, j'ai jamais pensé que c'était un travail, mais avoir un rôle autre que celui qui est proche du terrain, d'être président et d'avoir, excusez-moi l'expression, même s'il est de circonstance ici, avoir un rôle quand même politique, c'est pas du tout dans mes envies, mes désirs et ma compétence. Mais évidemment, et je vous dis pas ça par rapport à la relation que j'ai pu avoir et que malgré tout, même si elle est moins fréquente, j'ai toujours avec mon ex-président, M. Le Gret, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour le football amateur. Est-ce qu'on peut en faire plus? Oui. Le président Philippe Diallo avec le COMEX, et il vous l'a présenté, le plan sociétal, on peut toujours faire plus. Mais là aussi, c'est pareil par rapport au football amateur. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, parce que pour moi, le football amateur, il est essentiel. Si vous n'avez pas le football amateur, vous n'avez pas le football professionnel. S'il y en a un qui a besoin de l'autre, c'est le football professionnel qui a besoin du football amateur. Il y a des sommes colossales qui sont attribuées. Est-ce que c'est suffisant? Certainement pas. Il faudra encore plus. On peut toujours améliorer. Mais je peux pas... je peux pas. Je voudrais pas entendre que rien n'a été fait. Il y a des choses qui ont été faites, peut-être mal faites, qui auraient pu être faites différemment. Mais c'est le devoir. La Fédération française de football, avec le nombre de licenciés qu'elle a, tous les clubs dans les districts et dans les ligues, a une responsabilité importante. Et évidemment, la locomotive, c'est les sélections nationales. Et l'équipe de France qu'elle soit masculine ou féminine d'ailleurs, mais a un rôle aussi par rapport aux différents sujets de la société. Voilà, moi j'ai pas cette capacité aujourd'hui, je pense pas que je l'aurai plus demain ou après-demain, d'avoir un rôle à jouer, parce que j'estime que voilà, c'est pas quelque chose qui m'attire, et je pense pas avoir non plus la compétence pour faire ça. Merci, Monsieur Deschamps. Merci à vous. Merci de votre présence à nos côtés. C'est dommage qu'on n'ait pas eu la possibilité de prolonger certainement une demi-heure ou une heure de plus, parce que je vous sentais bien chaud pour répondre à toutes nos questions, bien parti. Et je vous trouve de plus en plus à l'aise parmi nous. Je suis à l'aise. Donc, j'espère que vous garderez un bon souvenir de cette audition à l'occasion de cette commission d'enquête. Si c'est le cas, n'hésitez pas à inviter toutes les personnes présentes au prochain match de l'équipe de France. On se fera un plaisir de venir vous rejoindre. Là, il faut passer par mon président. Là. Et ça sera un grand plaisir, en tout cas, de vous accompagner sur un prochain match. Voilà. Merci à vous. Bon retour. Et nous allons changer de sport puisque nous allons passer au rugby. C'est très bien. Je vous remercie aussi. Merci. Je me rappellerai, comme si je n'étais jamais venu dans ce contexte-là, donc je ne suis pas... contexte habituel, et bon travail à vous pour arriver à des conclusions qui, j'espère, amèneront des améliorations dans les différents domaines dont vous avez à vous occuper.